commencer l'enregistrement. Et donc, aujourd'hui, l'objectif, c'est d'échanger autour du module 2 et du module 3, surtout le module 2, où on a parlé de théorie de changement, et peut-être commencer le module 3 et notamment échanger autour du concept de mécanisme, qui est quelque chose de pas évident du tout. Comme vous avez peut-être dû le voir ce matin, j'ai regardé les vidéos que certains d'entre vous ont postées par rapport au module 1, que je trouvais en moyenne très intéressant. Il y a l'aspect contenu, bien sûr, qui est la chose la plus importante, où ce que je trouvais assez intéressant, c'est de voir que certains, finalement, font une analyse, déjà une description de leur système, mais une description assez dynamique, en fait, où ils montrent comment le système évolue au fur et à mesure que l'histoire de la situation évolue aussi. L'autre chose, je vois qu'effectivement, on est d'accord sur l'utilisation de différents concepts, demande, besoin, offre, différents critères de qualité, etc. On est bien d'accord sur la manière de l'utiliser. Aussi, chose intéressante qui ressort des vidéos, c'est que certains d'entre vous mettent bien en évidence justement les zones de consensus et les zones plus de désaccord par rapport à l'analyse de la situation. Et effectivement, ils font bien ressortir l'aspect désaccord et donc du coup parfois la mauvaise compréhension que ça peut amener dans la compréhension d'une situation. Et donc, ces vidéos qui ont été faites, normalement, doivent vous introduire à l'exercice qui est l'exercice de théorie de changement. Je n'ai pas vu de questions qui ont été postées sur le MOOC. Donc, vous avez toujours l'occasion de poser des questions et vous ne devez absolument pas être gêné de le faire. Il n'y a jamais de mauvaises questions, il n'y a que des réponses mauvaises de ma part éventuellement. Et donc, il faut vraiment bien considérer cette dynamique de cours comme aussi un moyen d'échanger entre nous et de réfléchir entre nous. D'accord. Alors, ce que je vais peut-être faire, c'est commencer par vous partager un écran. Ce que je voudrais faire aujourd'hui, mais donc j'espère que vous interviendrez éventuellement au fur et à mesure de cette session-ci. C'est d'abord, je ne sais plus si vous avez essayé de dire, mais normalement je ne crois pas, reprendre une série de slides qui ont été préparés par Charlotte Fillon, donc, qui a préparé ce MOOC avec moi, pour qu'on s'entende bien sur la manière de structurer ce qu'on appelle ici une théorie de changement. Deuxièmement, regardez, comme on l'a fait la fois passée, 2 vidéos d'étudiants de la première session, qui sont, donc vous comprenez toujours bien, enfin c'est des vidéos très intéressantes, très bien faites, mais ce n'est pas le but de vous montrer ces vidéos, c'est juste chaque fois de vous montrer ce qui est possible et d'avoir aussi une base d'échange entre nous, de discussion entre nous. Et puis alors, si on a donc du temps, aborder le concept de mécanisme et peut-être plutôt qu'en parler de manière très théorique, de nouveau reprendre 1 ou 2 exemples de vidéos pour qu'on puisse discuter justement de ce concept de mécanisme, comment est-ce qu'on pourrait l'opérationnaliser au maximum. Je ne sais pas si avant de commencer, il y en a certains d'entre vous qui veulent faire un commentaire. L'idée, ce n'est pas de se dire bonjour, hein, parce qu'on se voit tous, mais quelque chose que vous aimeriez absolument voir discuter aujourd'hui. À part ce que j'ai proposé. Moi, je m'aperçois qu'il y a énormément de vocabulaire, en fait. Oui, effectivement. Mais donc, et je vois qu'il y a des synonymes aussi au niveau des termes. Voilà, je ne sais pas s'il y a un lexique ou il y a quelque chose ou si c'est… C'est en effet quelque chose qu'on s'est dit qu'on devrait faire. Et je dois vous avouer que ça fait partie de nos listes de to-do. Maintenant, ce serait quand même intéressant, si jamais il y a des
des concepts qui vous semblent, ou des termes qui vous semblent trop vagues, trop théoriques, pas assez aboutis, de dire, OK, moi je trouve, quand vous parlez de mécanisme, ben, c'est beaucoup trop vague, on ne sait pas à quoi se raccrocher, on ne comprend rien à ce que vous dites. Donc il ne faut pas hésiter à de nouveau faire ce type de feedback. Les personnes qui sont dans l'animation de ce MOOC n'ont aucun amour propre et donc vous pouvez sans problème les critiquer. Donc, au plus il y a des critiques, au mieux on peut progresser en fait. Donc c'est ça l'esprit. Ok. Maintenant, il ne faut pas tout à fait nous détruire non plus, mais bon, l'idée, Non, c'est pas. c'est pas l'idée, je crois non plus. Voilà, mais donc ça c'est un point effectivement qu'on devra développer plus. Par rapport au vocabulaire, j'avais mis une première ébauche de syllabus pour l'organisation des soins de santé, mais il y a tout le vocabulaire plus approche systémique qui effectivement nécessiterait probablement d'être mieux clarifié. D'accord. Alors, je vais vous partager ceci, que j'espère vous voyez tous. Alors, donc, vous vous souvenez de ce schéma qui est présenté quelque part dans le MOOC, donc au début du MOOC. Vous vous souvenez, et vous avez tous compris comment faire une première approximation d'un système, donc en décrivant des actions qui sont mises en place par des acteurs dans un contexte donné. Donc en fait, ce qui fait la description du système, au départ, c'est beaucoup des actions, des acteurs dans ce système donné, en vue d'atteindre un but qu'on se fixe, étant entendu que parfois le but n'est pas le même pour tous ceux qui font partie de mon système. Et donc on a cette première approximation. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'aspect théorie de changement et un des éléments que j'espère qui est suffisamment clair, c'est que si on veut bien comprendre un système, on ne peut le comprendre que quand il, entre guillemets, quand il vit. Donc quand il bouge, quand il change ou quand il ne change pas, malgré qu'on essaie de le changer. Et donc c'est la dynamique d'évolution d'un système au cours du temps qui va me permettre progressivement de mieux en mieux le comprendre. Et donc pour bien apprendre de cette dynamique de changement ou de non-changement de mon système, on définit ce qu'on appelle une théorie de changement. Et j'espère aussi que vous avez compris que l'aspect théorie de changement est malgré tout, malgré que ça s'appelle théorie, quelque chose qui doit être très concret. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire un ensemble d'hypothèses qui permettent de définir comment le changement va-t-il prendre place dans un système donné. Et la manière d'entrer dans cette théorie de changement, c'est en partant de choses, je crois, pour laquelle la plupart d'entre nous sont habitués, à savoir en partant d'actions. Alors, on vous a présenté normalement une manière de définir, de dessiner une théorie de changement. Vous devez tous bien comprendre que cette manière, c'est une manière parmi tant d'autres. Je crois, enfin moi je suis un grand défenseur, en tout cas, et certainement dans une logique d'approche systémique, je crois qu'on doit se permettre une certaine liberté aussi dans la manière de représenter le changement. Et donc les éléments qui vous sont proposés ne sont pas nécessairement tous des éléments que vous devez suivre au pied et à la lettre. On va y revenir peut-être par la suite. Mais l'idée de vous proposer toute une série d'éléments, c'est vous aider aussi quand même à ne pas être trop dans le flou et de vous proposer quand même une manière de réfléchir à une première manière de penser le changement. Alors,
avant d'arriver à faire un schéma de théorie du changement, on vous a demandé, on vous a proposé, on vous a donné comme exemple aussi une histoire. Et donc, comme aussi, je crois, j'espère vous le comprenez progressivement, j'ai juste un doute, j'espère, oui. Comme vous êtes en train comme normalement vous devriez le comprendre, c'est que on utilise beaucoup ce qu'on appelle en anglais du storytelling, c'est-à-dire raconter une histoire, et on utilise beaucoup l'aspect narratif pour pouvoir décrire, pour pouvoir expliciter les connaissances qu'on a et pour pouvoir partager ces connaissances-là. Et donc, cette histoire, ce storytelling, n'a de sens que s'il est relativement structuré. Et on vous a normalement proposé une certaine manière de structurer cette histoire, partant de la situation problématique, de la situation que vous avez choisi d'aborder. Alors, peut-être quelque chose que je vais déjà sur lequel je vais déjà essayer d'insister, c'est en fait l'intérêt de l'histoire que vous racontez pour décrire la situation et pour raconter cette situation de départ, c'est que elle doit pouvoir faire lien avec quelque chose de plus large, avec une problématique plus large. Et donc, il ne s'agit pas juste de raconter l'histoire d'une personne ou d'un ensemble de personnes qui sont confrontées à une série de problèmes. L'histoire de ces personnes, l'histoire de cette situation bien spécifique doit me permettre d'illustrer quelque chose qui est plus large. Donc, si je prends les deux histoires que j'ai entendues de l'ONE, par exemple, clairement, je crois comprendre qu'il y a en tout cas un malentendu entre les intervenants professionnels et la famille Oui. avec leur enfant. Et donc ce malentendu est la source rend la situation problématique. Donc, on ne peut pas parler de refus de soins, mais je crois qu'il y a une compréhension très différente de, notamment, si je me souviens bien, de la situation de l'enfant. Et donc, c'est ça qui, effectivement, pose le problème. Et donc, il faut pouvoir raconter ça de manière très, très spécifique, mais dire, au fond, finalement, moi, comme intervenant ONE, ce qui m'intéresserait de travailler, c'est ce type de situation où, effectivement, il y a un malentendu entre les intervenants et la famille qui m'intéresse. Donc, le cadre plus large est quelque chose d'important à essayer de définir. Deuxième chose, le deuxième aspect, donc ici, donc, c'est de se dire finalement vers où on voudrait aller. Et quand on parle d'organisation de soins, je me rends compte que parmi vous, il y en a qui ne parlent pas d'organisation de soins, mais en tout cas, organisation d'une réponse à une situation problématique. Ce n'est pas rien que des soins de santé dont on parle ici, mais on parle un peu plus large que ça. Et donc, il faut être capable aussi de dire, mais finalement, quelle serait la situation attendue, vers où voudrait-on aller? Troisième élément, et donc ici on parle comment raconter l'histoire, c'est finalement aujourd'hui les soins, les services sont organisés d'une certaine manière et il y a une certaine dynamique d'évolution. Je crois que l'exemple qu'on vous donne dans le MOOC parle notamment du raccourcissement du séjour hospitalier en postpartum. Et donc, cette politique qui a été décidée de raccourcir le séjour hospitalier en postpartum lance une dynamique, entraîne une dynamique au niveau des hôpitaux, au niveau de l'ONE, au niveau des acteurs du domicile, voire au niveau, bien sûr, des femmes enceintes et de leurs enfants. Et puis, quatrièmement, dans cette dynamique actuelle, il y a finalement des adaptations spontanées qui se font. L'hôpital, dans l'exemple qui vous a donné, peut décider de s'adapter
notamment en créant une équipe mobile qui sort de l'hôpital avec des sages-femmes. L'ONE, on s'imagine, s'adapte aussi. Le domicile s'adapte. Et donc, chacun s'adapte d'une certaine manière face à la situation dans laquelle on se trouve. Et puis alors, finalement, il y a l'aspect numéro 5 qui est, OK, nous, qui participons dans ce cas-ci à ce MOOC, mais nous qui finalement souhaitons accompagner un changement, comment s'imaginerait-on être acteur de ce changement ou agir sur ce changement? Donc, en se posant la question, finalement, qu'est-ce que les acteurs vont faire et comment ça va amener un changement? Et donc, dans ce cas-ci, à ce stade-ci, on reste encore très limité à définir. Les acteurs vont faire une série d'actions qui, on suppose, vont entraîner un changement. Et donc, la première étape de la théorie de changement, c'est de bien savoir raconter une histoire dans laquelle, normalement, on va retrouver ces 5 composantes dont je viens de vous parler. Je continue. Du coup, une fois qu'on a raconté cette histoire, ça va nous permettre de commencer à schématiser. À quelqu'un lever la main. Du coup, attendez, je vais regarder qui a levé la main. Comme ça, ça me permet. Il faut juste que je vois. Attendez, mon système. Le son. Oui, mais allez-y, parlez parce que je ne vois pas qui lève la main dans mon. On vous écoute. Vous m'entendez ou pas? On vous entend bien. Ah, très bien, très bien. Donc, j'avais une question par rapport justement à cette partie en vert où les 4 étapes, il y a déjà un changement dans ces 4 étapes. On parle d'une histoire, un problème, il y a déjà un changement. Et après, à l'étape 5, il y a encore d'autres changements à apporter. Je n'ai pas très bien compris, au fait. Donc, dans cette histoire de changement et après la théorie de changement, je n'ai pas compris déjà la différence entre. Et puis, ces 4 petites étapes qui, pour moi, il y a déjà un changement qu'on va raconter dans cette histoire. Je n'ai pas très bien compris, en fait. Oui, ben j'espère que ma question est claire. Votre question est très claire. Donc, en fait, le principe dans notre logique de réflexion, c'est qu'il y a toujours une dynamique de changement qui a lieu. Il y a toujours quelque chose de dynamique qui se passe. Maintenant, comme je vous l'ai dit, parfois c'est un changement ou parfois c'est un équilibre, c'est quelque chose qui ne change pas. Hein, mais donc, il y a quelque chose qui se passe au cours du temps. Que je sois là ou que je ne sois pas là, que vous soyez là, que vous ne soyez pas là, les choses changent, les choses bougent. Parfois, les choses ne changent pas, restent, mais il y a quelque chose qui se passe au cours du temps. Ça, c'est les points 1, 2, 3, 4. C'est vous observez les choses depuis de loin, on pourrait dire. Hein. Je regarde les choses de l'extérieur. Maintenant, le deuxième aspect, ça c'est le point 5, c'est que vous êtes en fait partie du système. Normalement, si vous vous intéressez à une situation, vous êtes partie de ce système-là. Et si vous êtes partie de cette situation-là aussi, et si vous faites le cours approche systémique, c'est que normalement aussi, vous souhaiteriez améliorer cette situation-là. Donc, la partie en orange, c'est finalement comment vous pensez que vous pourriez, avec une série d'autres acteurs, contribuer au changement. Je ne sais pas si c'est clair. Donc, le vert, c'est ce qui se passe, que vous soyez là, que vous ne soyez pas là. L'orange, c'est vous êtes là, vous êtes partie du système, et avec d'autres acteurs, vous pensez, planifier, mais le terme planifier n'est pas bon, vous imaginez pouvoir provoquer un changement. D'accord? Donc, vous avez tout à fait raison, que vous soyez là ou que vous ne soyez pas là, le système évolue, le système vit, la situation vit. Si vous êtes là, vous vous dites, mais ok, je suis dans une situation qui vit, comment je fais moi-même pour agir sur cette situation-là avec d'autres acteurs? Ça va? Est-ce que c'est clair comme je l'explique? Oui.
Certains, parce qu'on parle aussi je vous ai dit comment je planifierais un changement, mais le terme planifier n'est certainement pas bon parce qu'on ne peut pas prévoir. On est dans une logique où la prévision n'est pas quelque chose qui fonctionne très bien. Certains vont parler aussi, et vous avez entendu probablement parler de l'approche réaliste, dont on vous a parlé dans la troisième partie, dans le module 3. Certains vont parler de théorie de programme aussi. Donc, théorie de programme, c'est pour dire, j'imagine une série d'actions, et on va voir un peu plus loin en pensant avec des mécanismes, d'actions qui vont me permettre d'influencer la dynamique de mon système. Okay? Donc ici, moi, je vous parle de théorie de changement, et dans la théorie de changement, il y a des choses que vous ne savez pas là, qui bougent, qui changent, qui ne changent pas, et vous voulez devenir acteur et agir sur cette dynamique. Ok, je continue. Alors, l'idée pour pouvoir imaginer faire une théorie par rapport au changement, c'est d'identifier dans votre situation, numéro 1, des ressources. Et donc ça, on vous l'a expliqué. Hein, les ressources dans l'exemple qui vous est donné sur le MOOC, c'est principalement des acteurs ou des structures, l'hôpital, l'ONE, les PEPS, les sages-femmes, les femmes enceintes. Ça pourrait être aussi d'autres choses. Hein. Dans le contexte ou dans l'histoire qui vous est racontée, on pense que les acteurs sont des ressources particulièrement importantes et la manière dont ils agissent constitue une ressource qui va permettre ou qui va amener ou non le changement. Et ces ressources, bien sûr, c'est pour ça que vous avez ces deux flèches qui vous sont montrées, on va les définir en fonction de la problématique dans laquelle on se trouve et en fonction de vers où on veut aller. On va choisir les ressources en fonction du type de changement qu'on aimerait bien amener dans un système qui est déjà vivant. Ces ressources, normalement, elles doivent permettre d'adresser des enjeux. Et ces enjeux, de nouveau, on va pouvoir les identifier au mieux en fonction de la situation problématique à laquelle on s'est intéressé et de vers où on voudrait aller. Ces enjeux, ils sont très en lien avec les objectifs qu'on va se donner en termes de comment je voudrais influencer le changement. Objectifs qu'on définit sur un terme relativement court ou sur un terme plutôt long. On voit que quelqu'un, du coup, j'ai vraiment des problèmes de... Je vais essayer de voir la partie conversation. Donc, il y a quelqu'un qui a mis un message que je n'arrive pas à lire à cause de mon système. Je vais peut-être terminer vite l'explication et puis après on en discute. Donc, les enjeux permettent de définir les objectifs. On va, dans la manière dont on va dessiner la théorie de changement, bien sûr, introduire une série d'actions spontanées, donc de choses qui vont se passer de manière spontanée, que je sois là ou que je ne sois pas là. Et ces choses vont contribuer ou non déjà à atteindre les objectifs sur le court terme ou sur le plus long terme que je me serai donné. Interviennent alors ce qui est écrit, les box où il est marqué A, dans lequel on a aussi parlé d'une trajectoire souhaitée, mais l'aspect trajectoire n'est pas nécessairement indispensable. Donc le A, c'est une série d'actions que je m'imagine qui devraient contribuer au changement et me permettre d'atteindre les objectifs sur le court terme et sur le plus long terme. Et ces actions, je vais les identifier, mais aussi justifier leur choix en
expliquant comment, avec les ressources que j'ai, comment, dans le système dans lequel je suis, comment ces actions vont-elles contribuer à atteindre les objectifs sur le court terme et sur le long terme. Et c'est ce qui est représenté par ces traits, normalement, que vous voyez ici. Comme je n'arrive pas à dessiner, hop, hop, hop. Je m'excuse. J'essaie de faire le malin et ça ne va pas. Les traits qui sont ici sont les traits normalement qui sont supposés être des liens causaux. Si je fais ça, alors j'atteindrai tel ou tel objectif. Okay. Voilà, donc ça c'est l'idée générale pour le moment. Attendez, excusez-moi, mais c'est parce que j'ai un vrai problème de... Pour le moment, donc, on a hop, raconté une histoire et on schématise cette histoire au travers d'une théorie de changement. On accepte aussi pour le moment que ma théorie de changement est un peu simpliste parce qu'elle est très focalisée sur des actions qu'on veut mettre en place. On va le voir par la suite que les actions qu'on met en œuvre ne sont pas toujours ce qui explique le changement. Donc, c'est parfois d'autres choses qui vont faire que le changement survient ou ne survient pas. Est-ce que ça va jusqu'ici? Mais on fait tout ça pour, comment dire, pour se positionner par rapport aux patients, par rapport à notre structure à nous-mêmes. Enfin, comment dire, je trouve que c'est une grande analyse de la situation, mais tout le monde n'est pas en demande en fait de ces hypothèses, de cette théorie de changement. Allez, je m'explique. Dans le cas que moi j'ai présenté, on soupçonne un handicap du bébé. Et moi, ça me pose un problème parce que je me dis que les parents ne sont peut-être pas au courant de cela, de l'impact. Et donc, je me dis, avec une théorie de changement, c'est moi qui suis en demande. Et donc, les actions que je pourrais faire, c'est moi qui pourrais me mettre en contact avec le pédiatre de l'hôpital, avec le pédiatre de l'ONE et organiser une concertation pour qu'on soit d'accord de savoir qui va annoncer le handicap. Parce que j'ai l'impression que tout le monde se donne… Oui, mais donc, en fait, la manière, enfin, ce que vous expliquez maintenant, Oui. je réfléchis avec vous. Ce qui compte, ce n'est pas la situation spécifique de l'enfant, mais c'est le jour où vous vous trouvez confronté à ce type de situation-là similaire, quel dispositif allez-vous organiser pour pouvoir répondre à cette situation-là? Donc, ce n'est pas comment vous répondez spécifiquement à l'enfant ici, mais comme vous dites, je vais devoir, il faudrait que de manière, j'ai l'impression que ça bloque de nouveau, il faudrait que de manière, dans le futur, de manière organisée, vous puissiez avoir des espaces de discussion avec le pédiatre, avec je ne sais pas quel autre acteur, qui vont vous permettre de traiter ce type de situation-là, où les gens ne sont pas conscients d'un handicap et il faut pouvoir leur annoncer d'une certaine manière, ou en tout cas que les gens puissent d'une part comprendre le handicap et par la suite prendre les actions nécessaires. Et donc ça nécessite un dispositif où vous devez travailler en interaction avec toute une série d'autres personnes en fait. Donc l'histoire spécifique est très intéressante, mais elle met en évidence un dysfonctionnement, entre guillemets, dans la mesure où il faudrait qu'il y ait quelque chose de structurel, de travail entre vous, les pédiatres et qui sais-je, pour pouvoir traiter ce type de situation. Ah oui, d'accord. Donc, c'est-à-dire ici, on se dit, mais comment je répondrai à ce type de situation? Pas nécessairement à cette situation, à la seule situation spécifique dans laquelle on se trouve. C'est vrai que si c'est juste une situation spécifique, du coup, peut-être on ne va pas devoir faire, si c'est juste une situation spécifique, on ne va pas devoir faire tout cet exercice aussi compliqué finalement. On va se lancer dans ce type d'exercice-là quand je me dis, mais je suis de manière répétée confronté à ce type de situation-là. Et donc, je souhaiterais pouvoir avoir un dispositif que je puisse mettre en œuvre chaque fois que je me trouve confronté à ce type de situation-là. Alors, on se situe sur un plan méso? On se situe sur un plan plus, où on prend un peu plus de recul, effectivement.
Et quand on dit sur un plan méso, ça veut dire, oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous devez, très souvent, dans votre cas, ce sera une thématique, vous allez devoir vous articuler, collaborer avec d'autres types d'acteurs pour pouvoir répondre à ce type de situation-là. Et cette collaboration avec d'autres types d'acteurs n'est certainement pas quelque chose qui coule de source. Après, c'est compliqué, hein, parce que les actions que l'on met, c'est quand même des actions micro. Enfin, j'ai l'impression Oui, qu'on… oui, d'accord. Mais dans votre cas, par exemple, Oui. je ne sais pas du tout quel est votre entre guillemets, votre pouvoir, mais vous dites, face à cette situation-là, je devrais travailler avec le pédiatre. Oui. Est-ce que chaque fois que vous allez vous trouver face à une situation spécifique, vous allez réfléchir à une réponse spécifique, ou est-ce que vous vous dites, mais finalement, je suis souvent confronté à un type de situation, mais même vous, vous pouvez vous dire, mais ok, je vais essayer en étant confronté souvent à ce même type de situation, je vais essayer de mettre en place des mécanismes de collaboration bien spécifiques avec des acteurs avec qui éventuellement ce n'est pas nécessairement facile a priori de collaborer. Et donc, le principe aussi dans cette approche-ci, c'est qu'on a tous, d'une certaine manière, un pouvoir de changement où qu'on soit. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'a pas un pouvoir formel qu'on ne sait pas essayer d'influencer une situation. Ok. Je ne sais pas si je suis clair, mais bon, l'idée, c'est pas juste de se limiter à une situation tout à fait spécifique, et donc de le faire tout cet exercice-là pour une situation spécifique, mais pour quelque chose de plus général. D'accord. Et d'autres commentaires par rapport à ceci? Il faut être quand même vachement créatif, non, pour faire toutes ces hypothèses. Enfin, il faut vraiment élargir son champ. Il faut se donner de la liberté. Alors, il y en a certains qui ont peur et donc ils vont aller lire, mais l'idée, c'est a priori, et ce type d'approche, a priori, enfin, on le voit par la suite aussi, c'est que pour être créatif, il faut être ensemble normalement. Ouais. La difficulté dans cet exercice qu'on fait maintenant, c'est que vous le faites seul, mais dans le monde de tous les jours, c'est quelque chose qui se fait ensemble avec une série de personnes. Ok. Ce que je vous propose peut-être, et puis après on peut continuer dans la discussion, c'est de vous montrer une première vidéo et éventuellement après qu'on parle de ça, qu'on passe de ça pour qu'on parte de ça pour continuer. Alors, donc il s'agit d'une la personne se présente. J'espère que ça va marcher. La seule chose que... Attendez. Normalement, c'est ça, donc c'est bon. Mais je vais voir parce que je ne suis pas sûr que... Bonjour, je m'appelle Catherine Filleul. Est-ce que vous voyez tous la vidéo? Non. Non, vous ne voyez pas la vidéo, donc du coup, je vais arrêter. Je vais repartager. Je vais aller ici. Hop, là maintenant, vous devriez la voir. Je vais faire ceci. Est-ce que maintenant, vous la voyez? Oui. Okay. Oui. Okay. Je suis infirmière enseignante. Voici ma carte d'identité. Je vous propose une théorie de changement pour une prise en charge d'un patient psychotique qui vit dans la communauté. La politique de départ, c'est la réforme des soins de santé mentale, qui est une réforme qui conduit à la fermeture de 8 hôpitaux en psychiatrie, avec un désir d'un retour des patients dans leur communauté. Suite au retour de ces patients, on souhaite que les soins soient organisés pour qu'ils aient la vie la meilleure possible, mais
Leur accompagnement est indispensable dans les communautés car de par leur pathologie psychotique, ils ne peuvent pas vivre sans cet accompagnement. Il doit se réaliser à l'écoute de leurs besoins et dans le respect de leurs capacités et de leurs choix. On est bien face à une santé d'autonomie de chaque individu sur le long terme. Cette réforme fait apparaître des projets dits 107 qui sont des structures créées sur le mode bottom-up, rattachées aux hôpitaux psychiatriques, destinés localement, qui accompagnent les patients pendant une durée limitée à leur domicile et qui par après sont une intervention conditionnée à l'appel de proches. Dans la situation problématique que je présentais, le processus de soins souffre au niveau de certains critères de qualité. D'abord, la rupture de continuité, une fois que la période d'accompagnement prévue pour l'équipe 107 se termine, le patient se retrouve livré à lui-même et il n'y a pas de continuité entre les différents prestataires de soins, ni entre ceux-ci et les proches du patient, que ce soit aussi son administratif ou sa famille. Il y a un problème d'approche centrée sur la personne, parce que les prestataires manquent de connaissances sur les particularités des pathologies, leur traitement, les capacités de ces patients. Ils peuvent présenter des problèmes divers, très intriqués, mentaux, physiques, sociaux. Je relève aussi un problème d'accessibilité aux soins parce qu'il y a des complications évitables qui viennent se rajouter à des dépenses de santé qui sont déjà importantes pour ces personnes. Je vais vous présenter les éléments de ma... Excusez-moi, donc vous avez vu maintenant la manière dont l'histoire a été racontée, donc la personne, enfin Madame Filleul, en fait, elle prend quand même du recul aussi, hein, donc elle présente de manière quand même générale la problématique. Donc ce n'est pas nécessairement raccroché directement à une personne, elle prend vraiment du recul par rapport à la mise en œuvre de la réforme 107. Donc c'est ça l'exercice, c'est d'essayer de pouvoir un peu prendre de recul et dire bon, finalement, la chose que vous expliquez dans le module 1, si elle se répète plusieurs fois, mais à quel type de problème, de manière plus générale, ça illustre. Quel type de problème ça illustre? Changement, en commençant par les enjeux dont j'ai déjà parlé. Je souhaite une diminution des hospitalisations en psychiatrie et l'augmentation de la lutte dans la communauté. C'est un bon point de la politique de santé. Mais j'observe des risques d'augmentation des populations, d'hospitalisation en urgence en hôpital général, risque de diminution de la continuité, risque de diminution de l'approche centrée sur la personne et risque de diminution de l'accessibilité aux soins. Je souhaite, dans la vision que j'ai, rejoindre ou amplifier des points qui ont été dans la politique mise en place. Un renforcement de la solidarité dans la communauté, puisque différents acteurs vont se mobiliser pour atteindre les objectifs d'une bonne vie. Une augmentation de la collaboration entre les prestataires psychiatriques et ceux qui ne sont pas spécialisés. Et un renforcement de la gouvernance basée sur un contexte. Les ressources en humain dont je dispose, c'est le psychiatre référent du patient, le personnel de la maison médicale, celui de l'équipe mobile du projet 107 local, c'est souvent un psychologue, assistant social, infirmière psychiatrique, l'hôpital général, l'administratrice de biens, la pharmacie et les proches du patient. Les objectifs à court terme sont basés en fait sur mes enjeux, donc je souhaite une amélioration de la prise en charge des complications et donc une diminution des hospitalisations en urgence en hôpital général, une augmentation de la continuité, de l'approche centrée sur la personne et de l'accessibilité aux soins. J'insiste parce que ce sont des patients qui ont des revenus très limités et que la santé est une part très importante de leur budget. Les objectifs à long terme au niveau de l'individu, c'est d'augmenter son autonomie. Au niveau de la communauté, c'est d'augmenter la solidarité. Cela se verra par plus de liens entre différents acteurs
et plus de soutien aux proches qui sont des acteurs dépassés par leur charge. Au niveau du système de soins de santé, je souhaite davantage de collaboration entre les prestataires spécialistes et ceux qui ne sont pas formés en psychiatrie. Et je souhaite au niveau de la gouvernance augmenter la gouvernance centrée sur une situation et renforcer son adaptabilité au contexte. On va voir les liens qui existent entre ces objectifs. Et donc, je pense que s'il y a plus de continuité entre les différents acteurs qui gravitent autour du patient, ils vont échanger plus entre eux, ils vont davantage connaître leur patient et ses particularités, ce qui va augmenter l'approche centrée sur la personne. Ça donnera lieu à des soins plus réfléchis et plus préventifs qui limiteront les hospitalisations en hôpital général, évitables et coûteuses. Et s'il doit quand même y avoir hospitalisation, les échanges rendront les séjours plus personnalisés. De manière générale, j'espère que si mes objectifs proximaux sont atteints, ils me permettront d'arriver à mes objectifs à plus long terme. Si la gouvernance est davantage centrée sur une situation, elle devrait permettre d'augmenter la collaboration entre les prestataires psychiatriques et ceux qui ne sont pas spécialisés. Si ces objectifs du système de santé sont atteints, ils vont aider à renforcer l'autonomie du patient et au passage, ils auront aussi renforcé les liens dans la communauté et les moyens de soutien aux proches du patient. Voyons maintenant quels sont les... Je me permets juste pendant 2 secondes de revenir sur la manière dont les liens sont expliqués entre les différents objectifs. À mon sens, ici, c'est vrai que parfois c'est un peu trop de jargon et donc l'effort qu'on doit faire par rapport à la manière de présenter les liens qui existent entre différentes composantes de la théorie de changement, c'est éventuellement donner des exemples, d'être le plus concret possible. Donc une théorie de changement est normalement très fort raccrochée à une réalité et est normalement aussi relativement concrète. Je continue. Les processus mis en place spontanément. Les psychiatres qui s'occupent des patients, ils le connaissent bien, ils travaillent en milieu hospitalier, donc ils sont déjà reliés avec une équipe 107. Les équipes de projet 107 qui accompagnent les patients au domicile, c'est une excellente chose. Et en fait, ces adaptations sont déjà, l'adaptation ou les processus sont déjà à maintenir parce qu'elles ont mention dans les objectifs à court terme. Et moi, je vais proposer une trajectoire de prise en soin. Au point de départ, c'est quand l'équipe 107 accompagne le patient à son domicile. Dans les jours qui suivent, elle rencontre personnellement avec le patient 4 acteurs de l'accompagnement et des soins, les aidants proches, l'administratrice de biens, la pharmacie du quartier et la maison médicale du quartier. Suite à ces rencontres, il y a une transmission des actions d'accompagnement du patient de l'équipe 107 vers les accompagnements plus proches de lui. Et là, tout peut aller très bien, tout comme il peut y avoir un problème. Si problème il y a, la première instance à alerter est la maison médicale. Soit va réussir à gérer le problème, soit va faire appel en seconde intention à l'équipe 107. L'équipe 107 va aider la maison médicale sur place ou à distance, ou bien va devoir référer au psychiatre, ou bien va devoir décider avec le médecin de la maison médicale d'hospitaliser le patient jusqu'à ce que tout rentre dans l'ordre. Et à ce moment-là, l'hospitalisation se fera dans des meilleures conditions. En fait, on voit que chaque problème va être géré en fonction de sa spécificité. Juste aussi par rapport à ceci, ceci illustre bien quelque chose que l'on planifie entre guillemets. C'est-à-dire on s'imagine que si on structure le parcours du patient de cette manière-là, de la personne de cette manière-là, mais ça va permettre d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Donc ceci, c'est typiquement un exemple de quelque chose
qu'on s'imagine quelque chose qu'on voudrait transformer nous-mêmes. Je continue. Pour que la trajectoire soit fonctionnelle, il doit mettre en place des actions additionnelles ou adjuvants. Il faut d'abord un système d'information et de communication autour du patient. Ce système peut utiliser un réseau qui existe déjà. Tous les prestataires professionnels peuvent y déposer des informations. Par ce moyen, je vise un renforcement de nos 3 premiers objectifs à court terme et aussi une augmentation de la collaboration entre les prestataires psychiatriques et ceux qui ne sont pas spécialisés. La seconde action, ce serait de rendre automatique l'inscription dans une maison médicale et une pharmacie de référence. Ça pourrait se faire dès le retour du patient dans la communauté avec l'aide de l'assistante sociale. Chaque fois que le patient changera de domicile aussi. Par ces actions, je vise une garantie de l'accessibilité aux soins et une augmentation de la solidarité dans la communauté. Une troisième action adjuvante, ce serait un rapport annuel réalisé par l'administrateur de biens. Et ce rapport pourrait être utilisé. L'administrateur de biens récolterait toutes les factures liées aux soins. Et donc, en produisant un rapport, ça reflèterait l'utilisation du système de santé. Ça pourrait aider à une évaluation de la trajectoire pour essayer de l'améliorer. Ça pourrait être aussi des données utilisables pour garantir l'accessibilité aux soins et donc permettre une gouvernance qui s'adapte mieux au contexte. Et la dernière action adjuvante, ce serait une réunion annuelle qui se passerait entre la maison médicale et l'équipe 107 locale et autour du patient, peut-être avec le rapport annuel, avec le dossier du patient. Et donc, ça maintient la dynamique de collaboration entre les prestataires de proximité et les spécialistes. Ça assure davantage de continuité, d'approche centrée sur la personne et permet aussi d'intervenir positivement pour augmenter la gouvernance adaptée à une situation. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait comme données de contexte pour que tout ça puisse se réaliser? Eh bien, en fait, la trajectoire serait fortement influencée par le milieu de vie du patient. Donc, le milieu de vie idéal, c'est le quartier urbain, parce qu'à ce moment-là, les aidants proches, les services de santé et le patient sont relativement proches au niveau géographique les uns des autres. Un deuxième élément du contexte important, c'est bien sûr tout ce qui est économique. Le contexte doit permettre de rémunérer des réunions auxquelles participeront des prestataires qui sont hors des prestations et des formules de remboursement actuelles. Il faut continuer à soutenir le financement des maisons médicales au forfait et en fait aussi permettre qu'il y en ait suffisamment pour qu'on puisse inscrire les patients psychotiques sans limite. Il faudrait pouvoir assurer la pérennité des projets 107 avec un tel type de financement aussi pour leur permettre peut-être même de s'agrandir. Et voici ma théorie de changement complètement terminée avec toutes les flèches que j'ai eu l'occasion de vous présenter. Merci beaucoup de votre attention. Je vous remercie. Voilà. Donc, un premier exemple de théorie de changement. En entendant la fin, il y a beaucoup de « il faudrait ». Hein. Et le « il faudrait » ne sont pas des choses qui vont se passer de manière aussi évidente que ça. Et donc, déjà, en faisant une théorie de changement de la manière dont on l'a fait à ce stade-ci, comme on la centre beaucoup sur des actions, le fait que ces actions aboutissent vraiment, soient vraiment mises en œuvre et me permettent vraiment d'atteindre les objectifs qu'on voudrait atteindre, ça va dépendre de toute une série de choses. Et le ça va dépendre de toute une série de choses, c'est là qu'on fait le lien normalement avec ce qui vient dans la suite du MOOC. Donc là, on s'intéresse justement à ces aspects de mécanisme. Okay, donc, le « il faudrait » évidemment n'est pas suffisant. On se rend bien compte que les choses ne vont pas
probablement se passer comme on le voudrait. Est-ce que je vous montre un deuxième exemple? Je me rends compte que la personne qui a fait la vidéo ici était un peu fatiguée. On voit qu'elle était... donc, je crois que je ne sais pas si la personne était un peu moins fatiguée, un peu plus vivante. Et je vais du coup partager. Pour vous montrer ces deux manières différentes de nouveau de présenter les choses. C'est pour ça que je crois que c'est intéressant. Alors, je vais repartager avec vous. Un moment, ok, voilà. Oui, ça. Ah, attendez, du coup, le problème. Hop. Je partage ceci. J'espère que vous allez entendre. Sur la première situation. Alors, le contexte, c'est un couple de personnes âgées. C'est pas monsieur, il a passé la montagne il y a 10 ans. Il a encore mais il a réussi, il a réappris à rouler des fois, on lui a diagnostiqué un cancer pulmonaire il y a 2 mois, donc en risque de dégradation. Oui. Bon, attendez, c'est vrai qu'on entend très mal. Je ne sais pas ce qui se passe. Je vais. Bon. Ah, mais je sais ce que je vais utiliser. Une seconde. Je vais prendre une action qui. Ça, d'augmenter la continuité des soins. Et les objectifs à long terme, au niveau de l'individu, j'ai mis augmenter l'approche centrée sur le patient, augmenter la continuité des soins. Au niveau de la communauté, augmenter la solidarité, créer du lien entre la communauté. Les soins de santé, augmenter la globalité des soins, avoir tous les soins ou les prestataires qui sont disponibles. Et au niveau de la gouvernance, centrée sur la situation et le contexte. Du coup, une gouvernance centrée sur la situation va permettre d'augmenter la globalité des soins, ce qui va augmenter la solidarité, qui va augmenter la continuité des soins et l'approche centrée sur le patient et éviter la dégradation de l'état de santé de monsieur, éviter les complications en tenant compte de son aidant proche. Alors, au niveau des actions spontanées, à l'heure actuelle, c'est fort le prestataire de proximité qui ne communique pas bien avec les aidants proches, qui ne communique pas bien avec la communauté et les hôpitaux. Et c'est pour ça que je les ai mis en pointillé et pas en ligne directe, parce que ce n'est pas quelque chose qui se passe correctement dans le quotidien. Et du coup, il y a une discontinuité des soins entre les professionnels et qui ne permet pas d'atteindre l'objectif à court terme. Du coup, j'ai pensé de faire un dossier partagé avec les différents prestataires, dont les prestataires de proximité, les dents proches, la communauté et l'hôpital, les hôpitaux. Donc, avoir une communication entre eux
s'il y a besoin d'une information supplémentaire, s'il n'y a pas besoin d'informations supplémentaires, on reste sur les prestataires de proximité. Mais si on a besoin d'une information supplémentaire, on va passer au niveau d'un coordinateur. Et le coordinateur va pouvoir se réintégrer au niveau des différents prestataires, des différentes ressources ici. Et donc, ça, c'est la théorie de changement. Cette théorie du changement, elle va apporter de la qualité. Et grâce à cette qualité, il va y avoir une meilleure approche centrée sur le patient et sur la continuité des soins. Elle va également directement avoir un impact sur l'objectif à court terme, qui est d'éviter la dégradation de l'état de santé de monsieur. J'ai pensé à des actions additionnelles. La première action, c'est la concertation à domicile avec toutes les différentes ressources. À partir du moment où une ressource vient au domicile minimum une fois par semaine, ils peuvent être inclus au niveau de la concertation et avec le patient qui est au centre de la concertation à domicile. Ceci va augmenter la continuité des soins et l'approche centrée sur le patient. Alors, la deuxième, c'est les journées pour les aidants proches par quartier. Donc, ceci, c'est par zone géographique plutôt que par quartier, parce que, pour rappeler, monsieur et madame, ils vivent dans une campagne, ils sont isolés, les campagnes, elles sont fort éloignées les unes des autres au niveau des villages, et du coup, ce sera plusieurs villages regroupés. Il faut savoir que c'est des villages qui sont vieillissants, ils sont essentiellement composés d'anciens agriculteurs et du coup ils se connaissent bien entre eux et ça pourra justement recréer du lien. C'est pour ça que j'ai mis que ça pourrait augmenter la solidarité, mais aussi au niveau de la globalité des soins. Je pense qu'en discutant entre eux, ils peuvent s'enrichir mutuellement. Et la gouvernance centrée sur la situation et le contexte peut augmenter, peut aider sur la mise en place des journées pour les aidants proches. Alors, la troisième que j'ai pensée un peu innovante, faire une application sur tablette ou sur smartphone, mais pour les personnes à domicile, les personnes âgées, sera bien plus facile de mettre une tablette en place, car c'est plus grand et donc plus accessible avec des logos assez simples pour qu'ils puissent s'y repérer facilement que sur un smartphone. Donc d'un côté, les personnes âgées auraient une tablette, ou s'ils savent utiliser un smartphone, et de l'autre côté, les voisins, la communauté auraient un smartphone. Et donc ça peut être des aides mutuelles. Par exemple, madame aurait besoin d'un pain, elle a commandé des pains à la boulangerie, elle ne sait pas y passer. C'est quelqu'un du village qui passe devant et qui pourrait prendre son pain en plus du sien, ou besoin d'un transport, d'aller dans la ville d'à côté pour aller chez le coiffeur ou aller à la pharmacie. Et voilà, des aides comme ça. Et inversement, si les personnes du village ont besoin, c'est un jeune couple qui travaille beaucoup, ils ont été faire les courses, ils leur déposent les légumes et madame s'occupe de faire la soupe en retour pour cette famille. Ou garder un enfant pendant 2 heures parce que les parents sont occupés. Donc voilà, cette application va augmenter au niveau de la gouvernance, centrée sur la situation et le contexte, mais aussi va augmenter la solidarité au niveau de la communauté. Alors, l'ensemble de ces actions additionnelles va renforcer l'amélioration et la continuité des soins, mais par ailleurs aussi, espère aussi que le dossier partagé, géré tous ensemble, avec les concertations à domicile, qui incluent bien le patient, va renforcer la globalité des soins.
augmenter les mécanismes de solidarité et renforcer l'autonomie des patients. Pour conclure, on sait que si cette gouvernance centrée sur la situation et le contexte est renforcée, elle va pouvoir renforcer la globalité des soins, augmenter la solidarité, augmenter la continuité et l'approche centrée sur le patient et éviter la dégradation de l'état de santé de monsieur, éviter les complications en tenant compte de son aidant proche. C'est la théorie de changement que j'ai créée. Voilà. La seule problématique ou ce qui me pose question dans ma théorie de changement, c'est que je crée un dossier et que j'inclus la communauté, donc ça peut être la famille, mais les amis également, les hôpitaux, les prestataires de soins. Il faut absolument avoir le consentement du patient au niveau secret professionnel. Donc à tout moment, il peut le donner et à tout moment, il peut se rétracter par rapport à n'importe quelle personne. C'est le seul questionnement qui me reste par rapport à mon projet. Merci. Ok. Bon. Donc, j'espère que les deux exemples qu'on a eus maintenant aident à comprendre de quoi on parle. Je répète, donc ici on a une manière d'expliquer ou de présenter le changement qui est très fort centrée sur des actions, qui sont des actions quand même assez concrètes parfois, vous l'avez entendu des deux côtés, on va faire telle chose. Je vois que, et en fait, même moi l'exemple que j'ai fait, il y a cette faiblesse-là aussi, c'est que parfois on dit telle chose va augmenter la continuité ou va améliorer la globalité, mais on ne dit pas comment finalement, comment ça va se faire concrètement, qu'est-ce qui va faire que ça va réellement améliorer les choses. Et l'autre chose, c'est que souvent dans la mise en œuvre des actions, il y a des conditions qui sont nécessaires pour que ces actions réellement apportent leurs bénéfices attendus et permettent réellement d'atteindre les objectifs auxquels on voudrait arriver. Je ne sais pas si vous avez des commentaires ou des questions par rapport à ces deux exemples. J'espère que ça ne vous bloque pas trop. Okay. Ce que je vous propose, c'est donc d'aller l'étape après, qui est de se dire, OK, on a fait une première manière de raconter le changement et qu'on a essayé de représenter, pour le moment, on l'a très fort représenté sous forme d'action. Dans le module qui suit, on vous a alors parlé de ce fameux concept de mécanisme, où en fait, qui est central dans une manière de penser ce qui cause un changement. Et peut-être ce que je vais faire, je vais juste reprendre une dia que j'ai empruntée et je vais le partager avec vous, à un collègue français qui s'appelle Pierre Blaise. Hop. En fait, alors, je reprends. Donc, la manière dont on a l'habitude de penser, c'est qu'en mettant en œuvre une intervention, en mettant en œuvre une action, ça va nous permettre d'atteindre un résultat attendu. Car moi, c'est comme ça que moi j'ai toujours, de manière naturelle, réfléchi. C'est l'action est ce qui me permet de prédire un résultat. Et donc, on essaye de faire le lien entre, et c'est un peu ce qu'on a un peu fait dans la première théorie de changement, entre j'agis, donc du coup, j'ai un résultat. Quand on parle de mécanisme, on parle du postulat que ce n'est pas nécessairement l'action elle-même qui produit toujours le même résultat, mais le résultat
de mon action va très fort dépendre du contexte dans lequel je me trouve. Donc, dans notre cas, le contexte, on le représente souvent sous forme d'un système. Et donc, c'est pour ça que la loupe est en train de bouger. Et donc, dans ce contexte, il y a des caractéristiques de ce contexte qui font que l'un changement survient ou ne survient pas, que mon action amène un résultat ou un autre. Et ces caractéristiques, ce qui fait partie de ce contexte, c'est ce qu'on appelle souvent le mécanisme. Alors, il y a plein de manières de présenter ce qu'est un mécanisme et à titre personnel, c'est toujours très difficile à l'expliquer de manière théorique. Ce que je vous propose de faire, et ça devrait nous permettre d'avancer là-dedans, c'est de nouveau de vous montrer deux exemples, et je crois que ça va aller un peu plus vite, deux exemples qui sont deux manières de parler d'un mécanisme qui sont présentés par une des personnes qui a présenté la vidéo avant et une des personnes qu'on a vues la fois passée dans une vidéo de la fois passée. Donc, je vous présente ces deux vidéos et puis éventuellement, on peut en rediscuter. Vous allez voir ces deux manières très différentes de le présenter. Alors, je vais arrêter, je vais repartager. Hop. Je sais plus laquelle c'est maintenant. Ici, je suppose, partager. Je m'appelle Catherine Fillard, je suis infirmière enseignante. Voilà ma carte d'identité. Ah non. Je ne vois pas la vidéo. Vous ne voyez pas la vidéo, c'est ça. Je vois que vous ne voyez pas la vidéo. Je recommence mon partage. Hop. Partager. Et pourquoi mon partager quand on est en pause? Arrêtez. Ok, je recommence. Excusez-moi. C'est reparti. Hop. Hop. Voilà. Donc on est toujours avec Catherine Fillon. Présenter un mécanisme particulier de la théorie de changement que j'ai proposé pour améliorer la prise en charge d'un patient psychotique dans la communauté. Revoici ma théorie de changement. Je vais choisir de tester le mécanisme par lequel la solidarité augmenterait dans ma communauté. Je vais me focaliser seulement sur quelques acteurs. Voici la partie restreinte de la théorie de changement sur laquelle je vais me concentrer. J'ai mis l'hypothèse du mécanisme suivant. Si les membres de l'équipe SANSED vont personnellement vers les aidants proches et les prestataires de la maison médicale, ceux-ci sont rassurés par la concrétisation d'une procédure qui leur permet de demander de l'aide. Ils seront encouragés à prendre chacun une part des responsabilités dans la prise en charge du patient. Cela allègera la charge individuelle et consolidera le réseau d'accompagnement autour du patient. Et donc, ma question est, pourquoi et comment la possibilité pour les proches, les prestataires de la maison médicale et les membres de l'équipe SANSED de travailler ensemble augmenterait la solidarité dans la communauté? Ce mécanisme nécessite... Alors, j'arrête ici. J'échange avec vous. Donc, pour moi, c'est une manière de présenter un mécanisme. Donc, dans ce mécanisme, dans la manière de présenter les choses, il y a eu, je ne crois pas que vous avez entendu parler d'action vraiment, d'intervention. Hein. On a plus entendu parler d'acteurs, de caractéristiques des acteurs, comment ces acteurs vont interagir ensemble. Il y a toujours un si qui amène un alors, donc il y a une idée de causalité quand même derrière ça. Si je fais ça, alors je m'attends à voir tel changement. Non, ce n'est pas si je fais ça. Si cela se passe de cette manière-là, alors je m'attends à voir tel changement. Et dans ce cas-ci, et je crois que c'est quelque chose qu'on doit essayer de tendre vers un mécanisme est toujours expliqué de manière très concrète. Donc ici, il y a quand même quelque chose d'expliqué de manière relativement concrète par rapport à finalement l'interaction, si je me souviens bien, entre l'équipe des projets SANSED et une série d'autres acteurs. Okay, donc il y a toujours ce si, alors j'aurai un résultat. Donc il y a la dimension, mais en fond, je suis dans une réflexion, j'essaie d'expliquer une certaine de causalité. Il y a quelque chose de très concret derrière.
on ne sent pas ça sur une intervention, mais c'est beaucoup plus finalement sur une caractéristique du système d'une certaine manière qu'on essaie d'expliquer maintenant. Alors une chose aussi qui est importante ici que vous avez vu, c'est que c'est très difficile de parler de mécanisme quand on prend l'entièreté de la théorie de changement. On va vraiment se focaliser sur quelque chose d'assez précis. Si on prend l'entièreté, on va tomber dans les généralités et on va avoir très difficile à avoir quelque chose de suffisamment concret. Donc on va vraiment se cibler sur quelque chose de plus précis quand on va réfléchir à un mécanisme. Je dois vous avouer que cette partie-ci de la réflexion, je la trouve moi-même très difficile. Donc c'est vraiment pas facile à identifier et à expliciter c'est quoi un mécanisme. Donc ici, on a eu la personne qui vous a présenté, je trouve qu'elle l'a fait de manière, elle est partie de choses relativement concrètes pour construire son mécanisme. Et le mécanisme en soi, c'est aussi une théorie. Hein. C'est quelque chose qu'on doit tester. Vous comprenez aussi que le mécanisme, on ne sait pas, derrière la définition du mécanisme, il y a quelque chose d'interprétatif. J'interprète un peu comment les choses changent ou ne changent pas. Donc ce n'est pas quelque chose que je peux directement observer. Je vous propose une deuxième personne pour pouvoir toujours avancer dans cette logique-là. Alors, ça veut dire que vous appréciez le fait qu'on se mette en système d'hypothèse. Donc, on va toujours, enfin, le si et alors, oui. c'est la manière dont moi je comprends la situation, le système sur lequel je travaille. Maintenant, idéalement, et on va le voir ici, la personne, elle va argumenter le choix de son mécanisme en utilisant une théorie plus générale. Ici, la personne a présenté son mécanisme, ça je trouve ça aussi très intéressant, en partant de choses plus concrètes, de ses connaissances d'une réalité. Mais l'autre personne, vous allez voir, elle a une théorie générale. Donc c'est vrai, c'est quelque chose, le mécanisme n'est jamais quelque chose pour lequel on peut être, entre guillemets, sûr à 100%. Il y a toujours une dimension d'interprétation dans la manière dont j'explicite, dont j'exprime le mécanisme. Ce n'est pas la même chose que de dire, je ne sais pas moi, ben oui, ben, il y avait, tantôt, on n'entendait rien de ce que disait la personne dans la vidéo, donc j'ai mis un gros baffle que j'avais juste à côté de moi. Ça, ce n'est pas du tout une question de mécanisme. Là, j'ai agi et je peux directement dire, si je mets un baffle plus puissant, ben, évidemment, les gens entendront mieux que si j'utilise le baffle de mon... Ça, c'est quelque chose où je peux... Il n'y a pas d'interprétation derrière ça. Je sais que je vais arriver à un résultat très rapidement. Et est-ce qu'à ce moment-là, c'est une prise de décision? Enfin, je veux dire, je prends une prise de, enfin, je décide de prendre le baffle pour mieux entendre et l'action, c'est de prendre le baffle. Oui, mais ici, on ne parle pas de mécanisme, c'est-à-dire ça ne m'intéresse pas vraiment d'avoir le mécanisme parce que je sais que si je mets un baffle plus puissant, ben, ok, les gens vont mieux entendre. C'est quand je ne sais pas finalement, quand j'agis, je fais quelque chose, je fais une action bien précise, je ne suis pas sûr du résultat de cette action-là. Je vois que quand je fais cette action à un moment donné, je vais avoir un résultat différent que si je le fais à un autre moment. Et alors à ce moment-là, je vais me dire, ok, ce n'est pas mon action tout seul qui explique un résultat, mais il y a d'autres choses. Et ces autres choses, c'est là que je vais commencer à réfléchir éventuellement en termes de mécanisme. Okay. Donc, par exemple, je vous donne un autre exemple. Je vais vous raconter ma vie. Pour le moment, je suis très fort stressé parce que je dois finaliser un rapport de recherche. Et pour préparer ce webinaire-ci, je me sens beaucoup moins à l'aise aujourd'hui pour vous parler toute une série de choses. Et donc, du coup, mon action de vous présenter le webinaire est peut-être moins claire que ce qu'elle n'aurait été si je le présente peut-être au mois de juillet où je serai beaucoup plus relax. Donc, je vais faire la même action qui est de faire un webinaire, mais mon webinaire sera peut-être beaucoup plus efficace si je le fais au mois de juillet que si je le fais maintenant. Pourquoi? Parce que
il y a une dimension stress et pression que je n'ai pas du tout liée au webinaire ici, mais liée à un autre rapport que je dois faire. Et donc, ça veut dire en faisant le même webinaire, je vais être beaucoup plus efficace à certains moments et beaucoup moins efficace à d'autres. Et ça revient à la notion d'équilibre et d'ordre émergent, enfin de transition. Ce que je voulais illustrer ici, c'est au moins de manière plus générale, en voulant faire la même action à des moments différents en fonction de mon état d'esprit, je vais avoir des résultats différents. Aujourd'hui, je suis dans un contexte où, en même temps que de faire votre webinaire, je dois interagir avec d'autres personnes qui veulent un résultat de ma part. Donc, j'interagis en même temps avec deux groupes d'acteurs différents. Et il y a un groupe d'acteurs qui n'est pas vous, qui me stresse beaucoup. Donc, du coup, je présente moins bien le webinaire aujourd'hui. Donc, du coup, je devrais essayer de définir un mécanisme qui fait que mon webinaire sera plus clair à certains moments et sera moins clair à d'autres moments. Qu'est-ce qui fait que mon webinaire est plus clair à certains moments et moins clair à d'autres moments? Et là, je vais essayer de l'expliquer sous forme d'un mécanisme. Si je suis à l'aise, qu'il n'y a pas d'autres actions, d'autres choses que je dois mettre en œuvre, si je suis suffisamment déstressé, si j'ai en face de moi des personnes qui sont suffisamment bienveillantes, alors je serai plus à même de m'exprimer et donc plus à même d'expliquer ce que serait un mécanisme. C'est ceci alors qui va venir la dimension mécanisme. Donc, derrière le mécanisme, ici, il y a une dimension liée à ma propre condition psychologique, je dirais, qui fait que je suis prêt ou je suis moins prêt à bien présenter les choses. Okay. Je vous propose d'écouter la vidéo suivante que je vais vous partager maintenant. Où est-elle? Elle n'est pas encore. Tiens. Ah, voilà. Donc, on a vidéo numéro 4 maintenant. Et voici ma pièce d'identité. Donc, je suis Gaëtane de Calvaire. Et on va tout de suite commencer parce qu'on a beaucoup de travail. Alors, donc, il nous est demandé d'identifier en premier lieu un mécanisme. Et de le travailler. Donc, en fait, moi, j'ai choisi un mécanisme dont j'ai déjà parlé dans mon BOTG, donc qui est le mécanisme de protection des enfants via l'approche en réseau, l'approche communautaire. Et donc, dans mon BOTG, c'était la ligne la plus haute et qui se base sur le mécanisme, on va dire, au plus on informe et on intègre la communauté et le réseau, au plus on augmente sa solidarité, au plus on augmente l'aide et la sécurité aux enfants en situation de rue. Donc, on va appeler ce mécanisme de protection. J'ai pris cette théorie donc, en fait, d'un rapport issu de l'association Terre des Hommes. Donc, le lien est en description. Je n'étais pas sûre au début que c'était une théorie, puis j'ai été vérifier la définition de la théorie qui dit que c'est un ensemble cohérent d'explications, de notions ou d'idées sur un sujet précis. Et donc, en effet, ce rapport peut correspondre à cette définition. Donc, je vais vous lire juste un petit extrait pour vous illustrer cette théorie qui dit que la prévention à la situation de rue passe par le développement des capacités et de la solidarité des familles et des communautés afin de renforcer un environnement de protection pour les enfants. Voilà, ça matche plutôt bien avec ma théorie de changement et donc j'ai choisi de continuer à travailler sur ce document. Alors, on va ensuite réaliser donc, un diagramme des classes. Donc, ça se passe. Donc ça, c'est pas ce qu'on va faire maintenant. C'était juste pour vous expliquer, vous montrer une autre manière d'introduire un mécanisme. Donc, ici, elle a été voir, en fait, elle n'a pas pris une théorie qui vient de la littérature scientifique, elle a été voir dans un rapport de Terre des Hommes, elle a trouvé une manière, oui, c'est une théorie qui expliquerait, qui a lien avec la prise en charge des enfants de la rue et tout ce qui concerne les enfants
qui sont dans la rue. Et donc, ici, elle a parlé de alors, mais de nouveau, vous entendez ce lien où elle aurait pu dire très bien le si, alors j'arrive avec quelque chose. C'est toujours cette dimension de causalité. Si quelque chose se passe dans mon système, si une solidarité, des mécanismes de solidarité sont mis en place, alors, 3 petits points, il y a quelque chose qui va se passer. Okay, donc, dans un mécanisme, on va toujours avoir un lien avec un objectif qu'on veut atteindre et donc un résultat qu'on veut atteindre aussi. Ça va? Est-ce que vous avez des commentaires à faire par rapport à, ou des choses à dire? Bon, est-ce que vous vous sentez tous prêts à faire la vidéo théorie de changement? Mais est-ce que c'est beaucoup trop chinois ou ça semble beaucoup trop inatteignable? Mais je crois qu'en fait, ce que j'ai vu avec le premier groupe d'étudiants et ce que j'ai vu moi-même aussi en essayant de le faire, c'est que c'est en le faisant qu'on commence à justement comprendre comment les choses fonctionnent et comment on peut expliquer les choses. Donc, je crois que le mieux, c'est de tenter et à ce moment-là, j'essaierai de réagir aussi à vos vidéos une fois qu'elles arriveront. Vous voulez dire quelque chose, Madame Shelby? Oui, j'ai été coupée tout à l'heure, mais j'ai eu une coupure d'Internet parce que je n'ai pas payé ma facture depuis le confinement. Et donc, c'est une anecdote, j'ai été coupée au mauvais moment. J'ai été la payer, sortir la payer. Bon, alors, de par ma spécialité anapath, il y a des choses qui me paraissent floues. Faire la vidéo, déjà, ça me paraît quelque chose d'assez difficile d'organiser tout ça. Alors, ma question, est-ce que je peux partir à partir d'une expérience vécue en 2017, qui était l'informatisation du service, c'est-à-dire qu'on a mis en place une application faite par le ministère, par le service informatique du ministère de la Santé. Ça paraît quelque chose de très banal pour vous qui avez une informatisation généralisée dans tous les services, qui est très très banal. Et pour nous, pour moi, c'était vécu comme une expérience assez complexe, avec des mises en place de plusieurs réunions, de plusieurs, bref, ça a pris presque des années pour le mettre en place. Est-ce que je peux parler de quelque chose qui s'est passé dans le passé? Bien sûr. Et qui est amené à être amélioré, à être… Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et l'informatisation, c'est quelque chose de très intéressant parce que ça cache souvent, ça met en exergue toute une série de problèmes de relations entre toute une série de personnes. Et en Belgique, on a le même style de problème. Et je sais, de par des antennes que j'ai à l'ONE, est en plein dans un processus d'informatisation aussi. Ceci dit, dans tout ce qui concerne l'organisation de soins de santé en Belgique, le processus d'informatisation est aussi au centre avec toute une série de problèmes qui ne sont pas nécessairement des problèmes techniques, mais qui sont beaucoup plus des problèmes d'acceptation, de bonne adéquation entre une technologie et, je dirais, une culture de travail, une manière de travailler des personnes ensemble, en fait. Donc, c'est très intéressant, très bien. D'accord. Donc, on part avec un enjeu, améliorer les prestations du service d'anapath, on parle des ressources, objectif à court terme, installer l'application et voilà. Okay. Donc, avec des actions de réunion et de… Voilà. Très bien. Voilà, j'ai essayé de faire des choses, mais ça me paraît très compliqué. J'ai voulu le mettre sur une vidéo, mais ça m'a paru vraiment un peu compliqué. C'est vrai que j'avais un peu peur. Si vous regardez sur le module 1, vous verrez qu'il y a un collègue de Haïti qui a utilisé des choses très très simples, qui a dessiné sur une feuille, parce que je crois d'après moi, il n'a pas accès à beaucoup de ressources, et c'est bien. C'est comme donc il a utilisé cette feuille, il a montré cette feuille en faisant sa vidéo. Donc il faut pas chercher
Parce que les présentations que vous nous avez montrées sont parfaites et donc du coup ça fait peur, ça fait un peu peur. Il faut la prochaine fois nous montrer une vidéo qui est vraiment mauvaise pour nous remonter le moral. Voilà. Ok, mais il n'y a pas de vidéo mauvaise par la technologie. Voilà. Et il y a des vidéos où le message est un peu moins clair, mais la technologie, c'est pas ça. La technologie de la présentation, c'est important, mais c'est pas ça qui est le plus important. Bon. Okay. Ouais. Bien. Salut. Oui. J'ai une petite question par rapport aux vidéos. Oui. Est-ce qu'on est obligé de prendre à chaque fois la même situation? Ou est-ce qu'on peut prendre des situations différentes selon les exercices qui sont demandés? Moi, ça me paraissait plus intéressant de prendre chaque fois la même situation, parce que l'idée, quand même, c'est qu'au fur et à mesure que vous évoluez dans les modules, normalement, vous évoluez aussi dans votre manière d'analyser cette situation-là. Et en termes d'apprentissage, ça me paraît plus important de rester toujours sur la même situation. Maintenant, si ça vous pose vraiment problème, bon, on est flexible face à tout. Mais je crois que c'est quand même plus intéressant d'utiliser toujours la même situation. D'accord. Merci. Alors, la vidéo est à faire pour quand? Donc, il n'y a pas de pour quand. C'est ça l'intérêt du MOOC. Lors du prochain webinaire, qui normalement, je crois, j'ai déjà oublié quand il se situait, mais dans pas si longtemps que ça, je peux, si certains ont déjà fait un premier essai de vidéo, commenter et commenter ce qui a déjà été soumis. Sinon, comme je vous l'ai dit, je vais faire une première évaluation de l'ensemble des vidéos qui ont été postées pour la partie certificative fin août ou fin décembre. Donc ça, c'est les deux échéances que je me donne pour la partie certificative du cours. Mais sinon, les vidéos, c'est la flexibilité du MOOC, c'est qu'on peut le faire au rythme que l'on est capable de suivre. Donc, on peut faire la vidéo et la soumettre au groupe ici, c'est ça? Mais celle qui est certifiante, elle sera enregistrée dans le programme, c'est ça? Elle sera enregistrée dans le programme. Moi, j'ai accès aux vidéos qui sont, bien sûr, j'ai accès, qui sont dans le programme. Et la manière dont je voudrais peut-être clarifier les choses, j'espère que les autres pourront écouter ça. L'idée, c'est que vous pouvez faire des vidéos essais avant de faire votre vidéo finale. Ah, voilà. Donc, ici, on peut la mettre dans la discussion. Soit vous la mettez dans la discussion, soit vous la mettez même dans le programme et par la suite, vous le changez. Donc, ce n'est pas parce que vous la mettez maintenant que c'est votre vidéo définitive. Ah. Vous comprenez? Donc, Oui. donc, vous pouvez très bien mettre déjà une première vidéo maintenant et puis dire, ah, mais ok, je veux l'améliorer. Donc, on retire et on met une nouvelle vidéo à la place. Je ne suis pas certaine que dans le programme, on puisse faire ça. J'ai l'impression qu'une fois que c'est enregistré comme c'est coté, je crois que c'est la dernière version. Parce que normalement, moi, pour la version précédente, en tout cas, j'ai réussi à faire ça. Maintenant, si ça vous rassure, vous pouvez la mettre d'abord sur le forum et puis après, vous la mettrez sur la partie certifiante. Mais pour la première version, on a fonctionné comme ça. Ah, d'accord. Ok. Ah oui, donc ici, on peut déjà la mettre et c'est vraiment au mois d'août où il faudra être hyper attentif. Voilà. Où là, vous allez coter, quoi. Voilà. Ce que je dirais, c'est qu'au mois d'août, je dirais, OK, tout le monde doit mettre sa vidéo définitive, ses vidéos définitives, et je cote sur cette base-là. Mais ce qui est mis maintenant n'est pas quelque chose qui est nécessairement définitif. OK. Juste un petit détail. C'est quoi la différence entre une action spontanée et organisée? Donc, je ne suis pas sûr que… Donc, quand j'ai parlé de théorie de changement tantôt, j'ai expliqué qu'il y a des choses qui se passent, je vais le dire différemment. Vous êtes une personne qui regardez une situation et vous regardez cette situation comme un système.
Et donc, il y a des choses qui se passent qui sont indépendantes de vous, sur lesquelles vous n'agissez pas. Donc ça, c'est des actions qui vont se passer de manière spontanée, Ok, indépendant. indépendamment de vous. Il y a Indépendant. d'autres choses qui sont des actions que vous pensez pouvoir influencer Ok, ou faire vous-même. ok. Et donc, ça, c'est la partie verte, c'est ce qui se passe de manière spontanée, que vous soyez là, que vous ne soyez pas là. Dans l'histoire qu'on vous racontait, dans le schéma que j'ai montré tantôt, la partie orange, c'est ce que vous pensez pouvoir influencer vous-même Ok, ou ça va. faire vous-même. OK? Bien. Donc, soyez bien conscient que j'arrive plus à parler maintenant. Enfin bref, vous pouvez écrire vos commentaires à tout moment sur les forums. Je ne vais pas voir les forums toutes les heures, mais j'essaie d'y regarder régulièrement pour voir s'il y a des questions. Et on a notre prochain webinaire. 17. Le 17, ok, ben, parfait, ben voilà, vous le voyez mieux que moi. Oui, effectivement, le 17 juin. Et donc là, on parlera normalement de modélisation centrée agent, mais donc c'est le module suivant qui est le module 4, si je me souviens bien. Ça va? Oui, c'est clair. Eh bien, un dernier commentaire avant de prendre la route. Ok. Profitez bien, en tout cas en Belgique. Je ne sais pas en France ou ailleurs, mais en Belgique, on a encore du soleil aujourd'hui. C'est pour ceux qui peuvent aller dehors. Profitez-en encore bien. Et D'accord. à bientôt alors. Ok. Bye. Au revoir.